Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du sucre, restez avec moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du sucre. On est encore dans la famille des hydrates de carbone, mais aujourd'hui on parle de sucre rapide, contrairement à la semaine dernière qui était des sucres longs, mais c'est toujours les hydrates de carbone. Alors, je porte une petite oreillette pour essayer d'améliorer la qualité de mon son parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas terrible sur les dernières vidéos. Donc, je vous laisse me faire des commentaires pour dire si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Et avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche à côté. Alors, on est toujours dans la famille des hydrates de carbone. Aujourd'hui, on parle sucre. Le sucre, c'est un sujet qui fait polémique. Pourquoi? Parce qu'on l'aime tous. On a tous un palais sucré. On adore tous le sucre. On est tous drogués au sucre. Drogué, je le dis parce que je me base sur une étude scientifique qui a été réalisée par un chercheur qui s'appelle Serge Ahmed, un monsieur qui travaille au CNRS du côté de Bordeaux, et il a pris pour sa petite expérience des petits rats cobayes qui étaient déjà intoxiqués ou drogués à la cocaïne. Alors, ces petits rats prenaient tous les jours leur petite dose de cocaïne, et un jour, ce monsieur, il a décidé de leur réinstaller en même temps que leur petite dose de cocaïne, une boisson tout simplement sucrée au saccharose. Et il a observé le comportement suivant. Donc, la majorité de ces petits rats se détournaient volontiers de la boisson cocaïnée, on va dire, vers la boisson sucrée, revenaient et revenaient tout au long de la journée pour avoir la petite boisson sucrée. La conclusion de cette étude tend à montrer que le sucre serait 10 fois plus addictif que la cocaïne. Si on veut vraiment aller dans le détail de cette étude-là en particulier, donc le sucre serait premièrement addictif, donc il n'y a aucune contestation sur ça. Deuxièmement, il serait hautement addictif, donc au même titre que la cocaïne si ce n'est pire. Et troisièmement, il agit sur le cerveau ou sur les connexions neuronales, donc il emprunte le même chemin précurseur de la dopamine ou de l'hormone du plaisir que les drogues les plus dures. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Ceci étant dit, pour ma part, lorsque j'ai entamé mon processus de perte de poids, j'ai aussi entamé en parallèle une chasse acharnée du sucre. Ça veut dire que j'ai commencé à traquer toutes les sucreries que je consommais. Alors déjà, il y en avait beaucoup, énormément, tout au long de la journée. Et en plus, parfois, il y en avait dans des produits dont je soupçonnais même pas l'existence, dont je pouvais même pas deviner que c'était un produit sucré, alors que pour ma part, j'étais en train de prendre autre chose. Comment j'ai procédé concrètement? Donc, première chose, le café du matin, sucré, 4 morceaux de sucre, ça j'ai supprimé. Mais alors, je vais vous dire, le café, il était devenu juste imbuvable. C'était dégueulasse. Ensuite, j'ai fait sauter le pain blanc. Donc, le pain blanc, pour moi, ce n'était pas synonyme de sucre, puisque j'étais en train de manger du pain. Mais en fait, la farine blanche, notre chère farine blanche qui compose notre chère baguette française qu'on aime tous, n'est-ce pas? Et bien, cette farine-là, elle a été tellement raffinée que ce n'est au final que du sucre qu'on mange. Donc, en valeur nutritionnelle, il n'y a plus les fibres, il n'y a plus rien dedans. J'ai enlevé toutes les boissons sucrées, tout type de jus, tous les sodas, tous les sirops, tout ce qui peut contenir du sucre ou du ressemblant au sucre. Ne pas confondre jus industriel et jus que l'on fait soi-même à la maison. Bien évidemment, je n'ai pas supprimé mon orange pressé que je fais quand c'est la saison de l'orange, mais je parle bien du jus d'orange industriel. J'ai supprimé aussi les gâteaux et cette partie, elle fait très très mal. Ça a été la plus galère. Je ne l'ai pas fait du jour au lendemain déjà, donc ça m'a pris du temps à déshabituer mon palais et à faire oublier mon cerveau que ce ne faisait plus partie de ce que j'avais envie de consommer quotidiennement. Des gâteaux qui sont fourrés au chocolat, les madeleines, les choses bien costauds, les donuts. Encore une fois, pour ne pas prendre le chemin de l'échec et le laisser tomber, donc j'ai élaboré moi-même des techniques qui ont marché pour moi et que j'ai suivies. Donc ça a pris du temps,
mais au moins le résultat, il était là. Première chose, je me suis octroyé des récompenses. Alors au départ, je me suis octroyé un jour par semaine, c'était souvent le dimanche, où je mangeais absolument tout ce que j'avais envie. Donc je pouvais manger des frites, comme je pouvais manger de la glace, et je pouvais manger aussi des frites et de la glace. Moi je l'appelais le day off, il y en a beaucoup sur internet, ils l'appellent le cheat meal day. Bref, en tout cas, moi c'était un jour où je pensais à rien. Voilà. Deux effets psychologiques à cette technique-là. Premièrement, ça me faisait sentir méritante. Donc de semaine en semaine, eh bien ma semaine, j'avais plutôt envie de passer une bonne semaine comme ça. On faisait attention, en faisant des efforts, en traquant les sucres très rapides qui n'apportent pas de valeur nutritionnelle particulière au corps. Parce que je savais que j'allais avoir une récompense à la fin de la semaine. Franchement, ça marche très bien. J'avais qu'une seule envie, c'est de recommencer la semaine d'après. Deuxième effet psychologique, le fait de vivre avec l'expectative de quelque chose, d'établir des objectifs. Étant donné que moi j'avais un objectif très global, c'est de perdre beaucoup de poids et que cette perte de poids, j'avais pas vraiment de visibilité sur quand est-ce que ça allait arriver. Et bien au fur et à mesure, je m'octroyais des petits objectifs que je pouvais visualiser dans le temps. À la fin de la semaine, je vais avoir ça. Bon, à la fin de la semaine, c'était ma sucrerie, hein, mais un regard vers le futur et de dire, bah, je vais avoir ça tel jour. C'était super. Alors première technique donc de la récompense. La deuxième technique, j'ai intégré le chocolat noir dans mon alimentation. Quand je parle du chocolat noir, c'est vraiment le chocolat noir. Hein. C'est pas du chocolat au lait, c'est pas du 40% ou du 55% qu'on trouve souvent pour la pâtisserie. C'est minimum 70%. Alors comme la plupart des gens, eh bien je savais pas l'avaler, moi ce 70%, donc j'ai commencé effectivement par plus bas. Au fur et à mesure du temps, j'ai augmenté le taux de cacao. Et alors cette technique-là, elle marche très très bien parce que quand vous augmentez votre part de cacao et donc parallèlement baisse la part du sucre dans le chocolat, eh bien vous avez les effets directs du cacao sur le corps. Ça cale, ça inhibe la volonté du sucre, vraiment ça l'inhibe, ça vous déshabitue progressivement du goût sucré. Le goût sucré qui souvent apparaît à la fin d'un repas. Je ne sais pas vous, mais moi c'était ça. Après mon repas, j'avais toujours envie de terminer par quelque chose de sucré. Et bien ça coupe court à cette envie-là. Alors au départ, je me prenais 2-3 carrés de chocolat. Alors j'ai commencé par 60%, 70, 75, 80. Aujourd'hui, je suis à 88%. J'ai trouvé une super marque qui me plaît et le 88%, je vous assure, il n'est pas du tout amer. Juste une petite précision, moi je vous invite à faire l'effort d'aller regarder le pourcentage du cacao qui est marqué sur la boîte. Alors souvent, lorsque le pourcentage il est élevé, donc c'est marqué sur la boîte 85%, celui-là de Madagascar, celui-là l'autre il était du Pérou et celui-ci un 90%. Alors, lorsque le pourcentage était élevé, généralement, c'est marqué dessus, il faut prêter attention à ça. Parce qu'il est marqué juste noir, je vous invite à retourner la plaque et à regarder le pourcentage de pâte de cacao qui est écrit dessus. Et souvent, il marque noir, mais je vous assure, parfois, il est de 60% ou de 55%. Et le reste, jusqu'à 100%, du sucre et un tout petit peu d'arôme et d'autres composants qu'on n'a pas envie. Alors troisième chose, c'est que j'ai fini par apprendre à faire mes propres gâteaux. J'ai fini par inventer en fait des recettes. Je repartais des recettes où il y avait beaucoup de sucre, des recettes que j'aimais bien, et j'ai modifié ça en changeant le sucre par de la purée de fruits, purée de compote de pommes ou purée de bananes, etc. ou par le miel. Voilà, alors donc c'était valorisant parce qu'en plus ça permettait un petit peu de faire travailler le cerveau et de dire bon ben j'avais envie de sucre, qu'est-ce que je peux bien faire pour me prendre quelque chose qui est bon pour ma santé et qui ne perturbe pas ma balance. J'ai appliqué ces techniques pendant plusieurs semaines. Au fur et à mesure que les semaines passaient, eh bien mon day off ou le cheat meal day, ben, j'avais plus besoin de le faire une fois par semaine. C'est passé une fois tous les 15 jours et après une fois par mois. Et sans me rendre vraiment compte, j'en avais plus besoin parce que j'étais arrivée dans la règle du 80-20%. C'est la règle que je continue à appliquer aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous faites dans les 80% de votre temps qui va définir ce que vous êtes ou à quoi vous ressemblez. Ce que j'applique aujourd'hui, eh bien voilà, si j'ai un gâteau un mercredi après-midi parce que je suis sortie faire un goûter avec mes enfants, ou le dimanche que j'ai pris une glace ou un bon plat bien calorique, ça ne perturbe pas ma balance et ça ne perturbe pas mon poids ou ma
manière de me sentir. D'ailleurs, ça me culpabilise même plus parce que c'est une gestion. Voilà, c'est une gestion du sucre. Alors, je vais vous avouer que je n'ai pas réussi à me désintoxiquer du sucre. Oh mon Dieu, j'ai pas réussi. Et pourtant, je me suis donné les moyens. C'est le seul point où, on va dire, ça n'a pas été une grande réussite. Je peux dire que je me suis désintoxiquée à 80%, mais pas à 100%. Ça reste toujours mon péché mignon. Quand je suis invitée ou que je vais au resto, je ne laisse pas passer le gâteau, quoi. Bref, pour revenir sur la règle de 80-20%, il est évident que si votre vie elle est faite de restaurants tous les jours, le restaurant il doit rentrer dans la règle de 80% et non pas de 20%, hein, d'accord? C'est ce que vous faites de manière quotidienne tous les jours. Et les 20% du temps, je vous assure qu'ils ne perturbent pas du tout, ni le poids, ni la forme, ni la santé. Ce que j'appelle le sucre. Le sucre, c'est ça, et c'est aussi ça. D'accord? Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Alors là, il y a deux couleurs. J'aime bien parce que parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais moi, je prends du sucre brun. » Le sucre brun ou le sucre blanc, c'est la même chose. C'est du sucre. C'est un produit raffiné. Là, c'est juste une couleur. Là, il est blanc. Là, il est coloré. Une calorie vide. Aucun intérêt nutritionnel, à part pour le goût et pour le cerveau. Je pense que, en fait, quelque part, on a tous, ou la plupart de nous, peut-être, ont une relation émotionnelle avec le sucre. Quand le cerveau, il est ennuyé, donc on ne sait pas quoi faire, ou on est dans les jours où voilà, ça va pas trop bien, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, qu'on n'est pas occupé ou qu'on s'ennuie, bref, eh bien on cherche à manger ça. C'est pour ça que je pense qu'on a une relation émotionnelle avec ça. Le problème ne vient pas de là. Le problème il vient de nos émotions, de ce que nous ressentons. C'est nos hormones, puisque c'est nos hormones qui gèrent nos émotions. Et donc, comme pour le sommeil, j'avais parlé de l'hormone du cortisol, le sucre, il rentre dans une autre hormone qui est importante de dompter, qui est même celle-là, il est même vital de dompter, c'est l'insuline. On sécrète tous de l'insuline quand on mange, peu importe ce qu'on mange, sucré ou pas sucré, on sécrète de l'insuline, on en a besoin pour faire réguler le taux de sucre dans le sang. Si on a trop, c'est la mort, et si on n'a pas assez, c'est la mort aussi. Donc l'insuline, il faut qu'elle reste toujours stable. Alors il y a des perturbateurs d'insuline, elle est responsable directement du problème du poids. D'accord? Donc le mieux, c'est de la dompter et de la laisser à des niveaux qui sont moyens, corrects, tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de se mesurer tous les quarts d'heure, c'est pas ça, hein. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des aliments qui sont mieux pour l'insuline que d'autres. Par exemple, le sucre, quand vous l'ingérez, donc l'insuline, elle va se sécréter d'une manière très rapide et très haute pour pouvoir baisser ce taux de sucre dans le sang. Autant elle va monter très vite pour faire baisser le taux de sucre, autant elle va descendre aussi très vite pour vous faire comprendre qu'il n'y en a plus et qu'il faut en redonner. Et c'est là où le cercle est vicieux, lorsqu'on dit c'est le sucre appelle le sucre, en fait le mécanisme est celui-là. Il y a d'autres aliments qui permettent d'avoir un niveau d'insuline stable tout au long de la journée. C'est des aliments complets ou les sucres qui viennent des fruits. Il y en aura toujours qui diront ah ben non, les fruits aussi. Il faut faire attention parce qu'elles sont sucrées et que ça peut titiller l'insuline. Peut-être. Mon expérience personnelle fait que je suis très copine avec les fruits. Vraiment. Et j'ai une très grande part de fruits dans mon alimentation quotidienne. Ce qui permet à l'insuline de rester stable, c'est plutôt une alimentation salée que sucrée, ou du moins si elle est sucrée, qu'elle soit sucrée par des aliments complets, donc comme le pain complet, comme les pâtes complètes, comme les fruits ou les légumes, voilà. Tout ça, ça apporte quand même des sucres et ça ne perturbe pas l'insuline, d'accord? Ça permet à l'insuline de travailler de manière correcte, de gérer votre niveau de sucre de manière correcte et de ne pas rentrer dans les hauts et bas qui finissent par faire du stockage de graisse parce que y en a trop et quand il y en a trop dans le corps et qu'on ne peut pas toujours l'éliminer parce qu'on n'a pas suffisamment d'activité physique à côté qui va permettre de l'éliminer, et ils vont être stockés. La déshabitude n'a pas été facile parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'aspect émotionnel du sucre, il était vraiment très très fort. Pour ma part, l'envie du sucre ou des aliments très caloriques, souvent ils ne sont pas que sucrés, hein, ils sont sucrés et gras avec du mauvais gras. Elle me venait quand je m'ennuyais, quand mon esprit n'était pas occupé. J'avais pris deux choses pour remédier à ça. Il y a une première chose, c'était la marche. Alors souvent je marchais et le matin et l'après-midi.
Et deuxième chose, c'est que j'ai appris à jouer d'un instrument de musique. Et ça marche très très bien aussi. Bon, à part c'était la guitare, elle est là. Hop. Je vous la présente. Elle m'accompagne maintenant partout, y compris dans mes voyages. Alors une fois même, j'ai pas pu l'emmener au Maroc avec moi, mais j'en ai acheté une sur place parce qu'il fallait absolument que je joue de la guitare. J'en ai une au Maroc. Quand j'avais cette envie de sucre, ou cette envie de manger quelque chose de compact et de très très lourd, eh bien je prenais ma guitare. Et je me jouais un bon morceau ou j'apprenais à jouer un nouveau morceau. Et comme par magie, eh bien cette envie, elle passait. Donc, je passais à autre chose. Et petit à petit, j'ai repris le contrôle sur mes émotions ou mes sentiments, si on peut parler comme ça. Je pense que si on trouve quelque chose qui nous passionne vraiment, eh bien il peut remplacer tout à fait ces moments où on veut craquer pour un aliment qui est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour notre santé, notamment le sucre et le mauvais gras. Petit point qui peut être intéressant à souligner, c'est que en fait ça sert à rien de remplacer le sucre par de l'aspartame, saccharina ou je sais pas comment on l'appelle, le sucre qui sont chimiques, c'est encore pire parce que en fait quand on remplace le sucre par un autre une sucrète, ben voilà, je cherchais ce goût, c'était bon, sucrète, j'ai trouvé. On continue à entretenir ce goût sucré du palais et cette connexion palais-cerveau, d'accord? Donc le but c'est d'oublier ce goût sucré qui est apporté par ça, soit sucré par complètement autre chose, par exemple, qui reste quand même naturel, hein, le miel ou le sucre de coco ou la cannelle. La cannelle, elle a vraiment un fort pouvoir sucrant. Autant faire ça, mais alors entretenir le goût sucré dans le palais juste pour dire je sucre, mais en fait je ne suis pas en train de manger ces calories-là, pour ma part, ça ne sert strictement à rien. Moi, je suis passée du sucre blanc donc au miel et au sucre de coco et au sucre des fruits. Voilà, en tout cas, j'essaie d'éviter tout ce qui est chimique parce que je pense que ça peut être encore pire pour l'organisme. Voilà, j'ai fait le tour de la question du sucre, en tout cas tel que moi je l'ai vécu. Je pense vous l'avoir transmise de la manière la plus transparente possible. Alors, ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, ce sont les points suivants. Le sucre est une drogue et ça, il faut en être conscient. Aujourd'hui, c'est prouvé par la science, c'est dit à la télé, c'est dit partout, c'est crié sur tous les toits. N'a aucune valeur nutritionnelle si ce n'est le goût sucré qu'on aime bien. Il perturbe nos niveaux d'insuline et peut provoquer des problèmes graves de santé. Trop de sucre dans l'organisme se transforme en gras et donc perturbe le processus de perte de poids. Le sucre cache derrière lui souvent une émotion pas très claire ou un sentiment d'ennui ou de tristesse ou de vide. C'est sur ces choses-là qu'il faut travailler et non pas se reporter sur le sucre qui peut empirer la situation mais en plus donner des problèmes de santé. J'espère avoir fait le tour de la question sur le sucre. Elle était peut-être un peu décousue et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à corps. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour ma part, en tout cas, je l'avoue, je n'ai pas réussi à me désintoxiquer complètement du sucre. J'en connais pas autour de moi des gens qui ont réussi ce pari-là. Il y a des témoignages sur YouTube, c'est pas ça, hein. Il y a des gens qui ont réussi à se désintoxiquer, mais attention, il y en a qui l'ont fait sur 1 mois, il y en a qui ont fait sur 1 an, il y en a qui ont fait sur 6 mois, mais ils ont toujours fini par revenir soit aux habitudes précédentes, soit ils ont fait une gestion intermédiaire. C'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'applique la règle de 80-20%. 80% de mon temps où je contrôle quotidiennement et j'arrive à m'en passer, et 20% de mon temps où je vais profiter des situations ou des sorties ou des anniversaires ou peu importe, ou des moments conviviaux avec les enfants. Et ça marche très bien comme ça. Abonnez-vous, likez, partagez, ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.